tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour une édition. Vous allez pouvoir vous en rendre compte très vite, placée sous le signe de la mer et des océans. Il fait désormais partie du paysage architectural de la Principauté. Le nouveau bâtiment du Yacht Club de Monaco a été inauguré le 20 juin. Elles nous prendront ensuite la direction de Paris, et en particulier de l'Institut océanographique où a été présentée mercredi la prochaine Monaco Blue Initiative. Elle aura lieu au Chili dans moins de 15 jours. Le voilier Tara fait escale en Principauté. Un retour sur l'opération Snapper pour tous. Alexandra Pani a suivi l'immersion d'un récif artificiel au cœur de la réserve du Larvoto. Après de longs mois de travaux, le nouveau bâtiment du Yacht Club de Monaco vient d'être officiellement inauguré en présence de son président, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Les festivités liées à cette inauguration ont eu lieu en 2 temps. Elles ont été suivies par Patricia Navarro et Fabien Bonilla. Il a des allures de bateau high-tech ancré sur le quai Louis II. Le nouveau siège du Yacht Club de Monaco est appelé à devenir l'une des nouvelles attractions de la Principauté, non seulement pour les professionnels du yachting, mais aussi pour le grand public pour lequel son architecture présentera un intérêt certain. C'est d'abord une grande joie, nos membres ont apprécié, ils sont heureux, ils se sont déjà appropriés ce bâtiment. Alors c'était un peu une de nos craintes, et en fait la transition, puisqu'on parle de transition, je vous rappelle que les premières régates c'est 1862, le club est quand même, je tiens toujours à saluer le travail qui a été fait par les aînés, par les prédécesseurs, les premières régates 1862, beaucoup d'activités, et puis là une nouvelle ère qui arrive, et avec, comme on le voit, beaucoup de joie, beaucoup d'adhésion de la part de tout le monde. Le bâtiment va permettre et va être un outil non seulement pour les membres, mais aussi pour la Principauté, puisque vous savez que ce bâtiment il rentre dans ce projet de Monaco, capitale du yachting, et puis aussi de la belle classe. Et il va permettre de s'adapter tout simplement peut-être à cette industrie du yachting qui a évolué ces dernières années. Alors je pense que la taille des bateaux a changé, l'échelle des yacht clubs change aussi. Et on s'adapte tout simplement, et puis ça marque la volonté du souverain et du gouvernement princier de suivre l'évolution du yachting. Et les festivités marquant cette inauguration ont été dans un premier temps sportives, puisque pour la première fois, l'arrivée de la célèbre course, la Giraglia Rolex Cup, a été jugée à Monaco. Avec une petite journée d'avance sur les cérémonies officielles, le bateau Ezimit Europa 2 a triomphalement remporté la victoire jeudi, avec à son bord, difficile de rêver moment plus symbolique, un membre de la famille princière, Pierre Casiraghi, qui enchaîne ainsi les performances dans les compétitions de voile. Le 20 juin, jour officiel de l'inauguration, 2 temps forts ont eu lieu. Le premier, en milieu d'après-midi, le second en début de soirée. Pour célébrer la naissance de ce bâtiment hors norme, le prince Albert II, accompagné de la princesse Charlène, de membres de sa famille et de nombreuses personnalités de la principauté, a tout d'abord assisté à la bénédiction des lieux par Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco. Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur ce nouveau bâtiment, ses dirigeants et ses membres, et y demeure toujours. Amen. Le prince Albert II a ensuite procédé au dévoilement de la plaque inaugurale dans l'atrium, véritable axe central de ce nouveau siège du Yacht Club. Quelques minutes plus tard, le couple princier effectuait une visite des lieux dans les différents étages que compte le bâtiment. C'est une nouveauté, désormais la société nautique sera voisine du Yacht Club de Monaco, elle sera hébergée dans l'immense édifice. Là aussi, Monseigneur Barcy a béni les lieux et le ponton qui permettra d'accéder à la mer a été baptisé Ponton Kelly en hommage à la famille maternelle du prince, dont son grand-père qui s'était illustré au plus haut niveau en aviron. Suite de cette cérémonie d'inauguration avec beaucoup d'émotion, notamment en soirée lorsque le souverain s'est fait remettre le fanion du Yacht Club sur le site de l'ancien bâtiment par Bernard d'Alessandrie et Jean-Marc Giraldi. Le prince Albert II a traversé le port dans une barque jusqu'au quai opposé et est ensuite allé au niveau supérieur de cet édifice pour hisser le fanion qui flottera désormais sur ce nouveau bâtiment. C'est un moment de grande joie et aussi d'émotion lorsque l'on quitte un ancien bâtiment dans lequel, qui a été le siège du Yacht Club pendant de si nombreuses années, et que l'on
découvrent ce lieu tout à fait exceptionnel avec des très beaux espaces, et puis des services que l'on ne retrouve pas dans d'autres yacht clubs, dans notre ancien bâtiment, mais aussi, je crois, dans beaucoup d'autres yacht clubs à travers le monde. Je crois c'est un bâtiment qui fait honneur non seulement à la mer, au yachting, au yacht club, mais je crois à la principauté, et je crois que ce sera un très bel outil non seulement pour l'attractivité de la principauté, mais aussi pour le rayonnement et son affirmation de pays tournés vers la mer et tournés vers les autres qui aiment la mer. Lors de cette inauguration, les membres du Yacht Club étaient bien sûr présents, ainsi que les nouveaux membres, puisque symboliquement l'intronisation des nouveaux membres s'est déroulée le jour même de l'inauguration. Ils n'auraient tous manqué cet instant pour rien au monde. Il est magnifique. Écoutez, Il est grand. C'est un paquebot, merveilleux. Le bâtiment se fond dans le décor. Il y a un côté arrondi qui va très bien avec l'immeuble derrière. Et puis l'arrière du bateau qui rejoint l'immeuble aussi qui est derrière. Donc ça se fond dans le décor. Très harmonieux, très moderne. L'ancien bâtiment avait du charme, mais ici c'est un bâtiment extraordinaire. Il y a de la place, un architecte connu. C'est vraiment ce qu'il fallait à Monaco pour le yachting. Extraordinaire. Un homme a vécu cette inauguration avec beaucoup d'émotion également, l'architecte de cet édifice, architecte high-tech de renommée internationale, Norman Foster. Eh bien, comme vous dites, c'est mon bébé en quelque sorte, mais ça a été une grossesse qui a duré longtemps, 12 ans. Et c'est une inauguration magnifique. Ça a été 12 ans de discussions, de réunions, de rapprochements, et pour finalement prendre vie avec en conclusion une incroyable cérémonie d'ouverture. Et je pense que c'est un véritable travail collectif. Tant de personnes y ont contribué. Je pense que toutes ces personnes peuvent être fières. Après 61 ans d'histoire, dont 24 ans sur le quai Antoine Ier, le Yacht Club de Monaco change d'adresse. Il faudra maintenant regarder de l'autre côté, sur le quai Louis II, pour vivre de nouvelles aventures maritimes. Vous l'aurez donc compris, cette édition est placée sous le signe de la mer et des océans. Direction à présent Paris. Après Washington et la conférence dédiée aux océans, la capitale a accueilli l'Institut océanographique Bernard Fautrier et Robert Calcagno qui ont présenté la prochaine Monaco Blue Initiative. Elle aura lieu au Chili les 1er et 2 juillet prochains. Elle a eu lieu pour la première fois il y a 4 ans. Depuis, la Monaco Blue Initiative est organisée tous les ans, en principauté et à l'étranger, en alternance. Après la Corée du Sud à Yeosu, cette année, les autorités chiliennes ont lancé une invitation pour accueillir la 5e édition de la Monaco Blue Initiative. La Monaco Blue Initiative est un concept qui a été souhaité par le prince Albert II en 2010, au moment en fait où nous célébrions les 100 ans du musée océanographique. Le prince a souhaité donner un caractère politique à cette célébration et il nous a donc demandé d'organiser un séminaire, un atelier de réflexion politique sur l'avenir des océans. Tout naturellement, nous nous sommes rapprochés et associés avec la Fondation Prince Albert II qui dès l'origine, est fondateur de ce projet avec nous. Et le concept était en fait de rassembler autour d'une salle, autour d'une table, un tout petit nombre, on souhaite le limiter à moins de 50 personnes, d'acteurs importants des océans, des scientifiques, des hommes politiques, des entrepreneurs, des hommes des médias et de la société civile, pour essayer d'échanger, d'avoir des discussions que les scientifiques entre eux n'ont pas l'habitude d'avoir, de manière à pouvoir identifier quels sont vraiment les enjeux les plus importants pour l'avenir des océans, et bien entendu identifier les enjeux, mais identifier les solutions. Les acteurs du monde des océans vont donc se réunir à Santiago du Chili les 1er et 2 juillet prochains. Au programme, 3 thématiques, dont les aires marines protégées et un thème politico-juridique sur la haute mer. 70% de la surface de la planète est liquide, et sur ces 70%, les 2 tiers sont aujourd'hui dans une situation qui est un peu une situation de non-droit.
Et c'est quelque chose de très préoccupant, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas de règle du jeu, ça veut dire que ça peut faire l'objet des pires excès. Donc ce qu'on appelle plus juridiquement le statut de la haute mer est une question que l'on va débattre, qui se débat aux Nations Unies, en tout cas au niveau de groupes d'échange, de groupes de contact, et qui sera sans doute un des gros problèmes qu'il faudra résoudre dans les années qui viennent, pour les raisons que je viens d'expliquer, compte tenu de l'enjeu que représente cette surface énorme pour laquelle il faudra sans doute mettre des règles minimales. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, il y a tout ce qui est l'exploitation économique, et notamment tout ce que peut permettre une exploitation intelligente des ressources marines dans une planète qui voit sa population continuer à grandir et pour lequel donc les ressources alimentaires tirées de la mer sont sans doute quelque chose de très prometteur. Là aussi, pour autant que les choses soient gérées intelligemment, prudemment, et qu'encore une fois, on n'assèche pas une ressource ou que, en créant des exploitations d'aquaculture déraisonnées, on ne génère pas des déséquilibres des espèces, des empoisonnements, et voilà. Donc ça, c'est la troisième thématique, c'est les opportunités économiques et sociales pouvant être tirées de la mer en matière d'exploitation de ces ressources vivantes. Et le Chili est un bon exemple, parce que le Chili, dans le passé, a beaucoup développé ses activités d'aquaculture. Il l'a parfois trop développé, il a été confronté à d'énormes problèmes, notamment au niveau du saumon il y a quelques années. Il y a eu une prise de conscience de ces problèmes. Et aujourd'hui, je crois qu'à mains égards, c'est un pays où on peut trouver beaucoup de bons exemples d'utilisation rationnelle des ressources économiques de la mer. Et cette nouvelle édition de la Monaco Blue Initiative permettra une nouvelle fois encore de sensibiliser davantage la communauté internationale à la protection des mers et des océans. Et une équipe de Monaco Info sera d'ailleurs sur place au Chili pour vous faire vivre cette Monaco Blue Initiative. Retour en Principauté. Dans le cadre de son expédition scientifique en mer Méditerranée, le voilier Tara a fait escale dans le port Hercule. Le but, sensibiliser le grand public car il y a bien urgence. Il faut réduire la présence des matières plastiques dans la mer Méditerranée. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage. Tara a mis le cap sur la Méditerranée. Ce voilier a pour mission d'étudier et de comprendre l'impact des changements climatiques et de la crise écologique sur les océans. Après plus de 4 ans à naviguer autour de la planète, Tara réalise une expédition en Méditerranée dans le but de comprendre les conséquences du plastique sur les écosystèmes marins. En Méditerranée, on va s'intéresser à la pollution par le plastique, des micro-fragments de plastique qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont partout dans la Méditerranée. Et c'est un véritable nouvel écosystème, on a créé quelque chose de nouveau, l'humanité. Et on essaie de comprendre ce qui s'y passe, comment la vie s'en accommode, est-ce qu'elle s'en accommode, quels sont les dangers, quels sont les risques. Et ce qui est bien, c'est que c'est une pollution qui est réversible, on peut arrêter d'en mettre. Et c'est un des enjeux de cette Méditerranée, c'est d'arriver à la gérer dans le futur. Long de plus de 36 mètres, le bateau n'a pas vraiment l'allure d'un navire scientifique et pourtant, la goélette qui fête ses 25 ans d'existence cette année accueille grand nombre de chercheurs à bord. La vie dans le bateau, il y a 14 personnes, il y a des marins, il y a des artistes, il y a des journalistes, il y a des scientifiques bien sûr. Et tout ça cohabite et finalement c'est un melting pot très intéressant, pas que franco-français, il y a aussi des étrangers. Et cette part de l'aventure humaine est très importante pour aussi une émulation de groupe, pour parler des gens différents, de façon différente. Voilà un peu c'est très important cette aventure humaine, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup les gens au premier abord. Tara a accosté en Principauté, le voilier voguera ensuite vers l'Italie, puis l'Albanie et la Grèce. S'en suivront de nombreuses escales durant 7 mois pour terminer son périple à Lorient en France. Projections, expositions, sorties scolaires, conférences avec des associations locales. À chaque fois, les visiteurs sont les bienvenus. Très important, c'est capital même je dirais. Vous savez, l'environnement est passé à la dernière priorité des gens devant le quotidien avec la crise actuelle. C'est important de parler d'environnement, d'enchanter un peu les gens, de réenchanter l'océan, de reparler d'aventures, d'expéditions comme ça autour du monde et en Méditerranée en particulier. Et Monaco est un partenaire depuis longtemps de Tara par le Yacht Club de Monaco, par la Fondation du Prince Albert II. Et donc on est ravis d'être là aujourd'hui pour fêter l'inauguration de ce Yacht Club. La recherche scientifique sur le plastique sera l'occasion de communiquer sur la nécessité de diminuer sa présence. Il s'agit aussi pour Tara Expédition de partager les premières analyses obtenues lors de ses nombreuses expéditions.
Nous les avions suivis au début du projet. Jeudi dernier, le musée océanographique a récompensé la classe lauréate du grand jeu concours Sniper pour tous. Alexandra Pani a suivi cette très belle remise des prix pour vous. Ils étaient 250 élèves à participer à ce jeu concours organisé par le musée océanographique de Monaco. Sniper pour tous offrait la possibilité à des enfants âgés de 8 à 10 ans, issus d'établissements dits de zones d'enseignement prioritaire, de découvrir le monde marin. Le 12 juin dernier, c'est une école de Valoris qui a finalement remporté le Grand Prix, un voyage culturel de 2 jours en principauté. Au programme visite du Palais Princier, randonnée palmée en mer avec Pierre Frolat ou encore découverte du jardin exotique. Les enfants étaient sous le charme. C'était une expérience géniale déjà. Quand on est allé, on était tous surpris de voir tout ça. C'est un moment magique, quoi. Après, quand on a pris plein de photos, bien sûr, parce que voilà, on avait nos tablettes. Après, ça nous a fait plaisir de toucher les espèces. On a appris plein de choses, mais ça on retiendra toujours. Moi, je retiendrai toujours dans ma tête. On est parti dans les coulisses, on a fait des endroits exclusifs. Vraiment, moi, je voudrais juste remercier beaucoup notre maître parce que sans lui, jamais on n'aurait pu aller dans le musée, jamais on n'aurait pu gagner, ces 2 jours magnifiques au musée océanographique, au nouveau hôtel de Monaco, partout, ça c'est magnifique. Ce que j'ai préféré dans les coulisses, c'était quand on voyait les aquariobiologistes en train de soigner les poissons, les requins malades ou blessés. Et dans les jeux de piste, c'était quand on cherchait les différentes espèces de requins, de poissons, etc., de plein d'espèces. Et dans le bassin tactile, c'est quand on touchait les requins. C'était doux et un peu râpé. Et toi, Yes? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de faire le film parce que c'est la première fois que je fais un film. Et comme Valoris, c'est pas très connu, grâce à nous, elle peut être très connue. Et c'est une nouvelle expérience qui commence et on est très fiers de gagner ce projet. C'était formidable cette journée sans cartable. Vous étiez formidable. C'est en reprenant le titre formidable de Stromae que ces élèves de CE1 et CM1 ont séduit le jury. Ces apprentis journalistes avaient pour consigne de réaliser un reportage écrit et vidéo de leur journée passée dans les coulisses du musée. Nous avions une grande grille d'analyse où on avait défini 10 critères. Est-ce qu'il y avait le message sur les océans? Est-ce qu'ils avaient bien compris le musée océanographique? Mais bon, j'étais président du jury. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoutez, les critères, c'est bien, mais quel est le film qui vous a le plus touché, le plus ému? Donc, je crois que c'est la force et le degré d'émotion qui a été le critère le plus important. On va retenter l'expérience, je crois qu'on est obligé, les résultats sont tellement enthousiasmants qu'on la retente. On aimerait même la faire plus ambitieuse, plus forte. Alors comme c'est une opération qui coûte pas mal d'argent pour le musée océanographique, je lance un appel aux bienfaiteurs et aux sponsors qui veulent nous aider dans ce genre d'initiative. La Fondation Princesse Charlène nous aide également, hein, bien entendu, mais plus on aura de personnes qui voudront contribuer, mieux ça sera et on va recommencer effectivement l'an prochain. Le message est bien passé. Le musée océanographique donne donc rendez-vous aux élèves des Alpes-Maritimes l'année prochaine. Quant aux enfants de la Principauté et de ses environs, ils pourront profiter des stages découvertes du Snapper Club tout au long des vacances scolaires. Coup de projecteur à présent sur une initiative lancée par l'association monégasque de la protection de la nature. L'association a proposé à des pensionnaires d'Aquiétoudiné et du Cap Fleuri de se pencher sur la réalisation d'un récif artificiel afin qu'il soit implanté au cœur de la réserve sous-marine du Larvoto. Plus de détails avec Alexandra Pani. Depuis le mois de janvier, des pensionnaires d'Aquiétoudiné et du Cap Fleuri ont travaillé sur la conception d'un récif artificiel pour la réserve sous-marine du Larvoto. Lundi, les résidents ont pu assister à la mise à l'eau de ce récif, entièrement constitué de béton et parpaing. Il représente un double avantage pour l'écosystème de cette aire marine protégée. Si on observe les fonds de l'aire marine protégée du Larvoto, on a essentiellement du sable, de la vase et beaucoup de posidonie. Donc en fait, le récif sert d'habitat aux espèces. Au niveau des digues, on a des enrochements.
Donc là, on a déjà pas mal d'espèces qui nichent. Renforcer ces enrochements par l'immersion de récifs artificiels leur permet d'avoir de nouvelles maisons et on va retrouver des espèces telles que des murènes, des chapons et autres qui vont pouvoir les coloniser au fur et à mesure. Ce qui est important aussi à noter, c'est que ça permet, par exemple à la direction de l'environnement à Monaco, d'observer le temps de colonisation des récifs et aux scientifiques qui vont aller plonger régulièrement sur le récif pour l'observer. Le choix de l'implantation du récif a été fait en collaboration avec la direction de l'environnement et les affaires maritimes afin de s'assurer de la préservation de la Posidonie et des nacres de la réserve. Les pensionnaires ont été immédiatement séduits par ce projet et l'émotion était bien visible le jour de la mise à l'eau. On a passé des heures à faire les petits poissons, à leur donner la demeure et tout ça. Et bien heureux qu'on a pu se venir. Et merci. Ouais, je regrette qu'on n'ait pas pu mettre également nos petits poissons que nous avons fait, les poulpes en pâte de sel que nous avons vernis. Ça nous a pris de grandes matinées. On aurait bien voulu les voir, même s'ils n'étaient pas vivants, aller dans l'eau également. Pour moi, tout est nouveau. Je n'ai jamais vécu ce moment-là et je trouve que c'est exceptionnellement bien organisé. Et c'est énorme, ça, l'organisation. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet atelier ? L'entente, en général. Toutes les bonnes volontés mises ensemble. C'est énorme. Et puis c'est spontané, ça vient du cœur. Le corps médical de ces structures gériatriques a salué cette initiative. Les pensionnaires ont d'abord travaillé sur une maquette en mousse avant de réaliser le projet final en forme de A et de C pour Aquietou-Dinée et Cap-Fleury. Pour les pensionnaires, c'était un projet qui a duré plusieurs mois. Ça les a regroupés dans plusieurs groupes de travail. Il y a beaucoup de membres de l'équipe médicale, paramédicale et de l'animation qui ont participé à ce projet. C'était extrêmement inspirant pour les pensionnaires et de point de vue social. Ils ont adoré ce côté bâtisseur tellement important pour Monaco. Et puis, de plan de vue médical, moi j'ai trouvé un énorme intérêt pour le côté mémoire, pour le côté constructif, la prévision des travaux qui se font de façon régulière, donc aussi bien l'anticipation que le retour de ce qui a été fait. Donc, dans l'orientation temporelle et spatiale, c'était extrêmement enrichissant pour nos pensionnaires. Les plongeurs de la Compagnie des Carabiniers du Prince et de la société ProDive ont pris part à ce projet bénévolement en se chargeant de la mise à l'eau de ce récif, alors que la police maritime assurait en surface le bon déroulement de l'opération. Un mot de sport pour terminer ce journal. Samedi soir, la salle médecin du Casino de Monte-Carlo accueillera une nouvelle édition du Monte-Carlo Boxing Bonanza. Une nouvelle réunion de boxe qui débutera à 19h avec un programme chargé. 4 combats au programme. Frédéric Elion. Le plus prestigieux des sports de combat dans le plus prestigieux des casinos. Pour la 4e fois en principauté, le casino de Monte-Carlo s'associe avec le promoteur sud-africain Golden Gloves pour une nouvelle réunion de boxe exceptionnelle, le Monte-Carlo Boxing Bonanza. Samedi 21 juin, un ring sera aménagé dans la salle médecin avec 4 combats au programme à partir de 19h. Le premier à monter sur le ring, le français Doudou Ngumbu opposé au sud-africain Johnny Muller, lors d'un combat international des poids mi-lourds. Je ne le connais pas, mais je l'ai vu boxer. J'ai vu une de ses vidéos. Après, c'est un bon boxeur, c'est un bon boxeur, il ne faut jamais dénigrer quelqu'un. C'est un très bon boxeur, mais il aura quelqu'un de plus difficile qu'il n'a jamais rencontré de toute sa vie. Je suis confiant parce que je sais ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur, je suis là pour gagner et donc je ferai tout pour gagner. Voilà. Le combat au sommet opposera l'Ukrainien Max Boursak qui revient boxer pour la 3e fois à Monaco à l'Anglais Martin Murray. Le vainqueur décrochera la ceinture d'argent WBC des poids moyens. Autre Français sur le ring samedi soir, Yuri Kalenga opposé au Polonais Masternak pour le titre de champion du monde WBA par intérim des poids lourds légers. Ça me fait trop plaisir de boxer à Monaco parce qu'il y a plein de galas qui se sont passés. J'ai toujours voulu être dans le programme et c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, franchement, je vais réaliser mes rêves, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, je me suis préparé, j'ai été au camp d'entraînement en Espagne. J'ai été au moins 1 mois en Espagne, j'ai mis les gants, j'ai eu des sparring partenaires et je me suis vraiment travaillé comme il faut et
en fonction de mon adversaire parce que c'est quand même mon premier adversaire le plus réputé en Europe. Donc ça, je ne le sous-estime pas. Donc je me suis bien entraîné et puis je suis sûr et certain que j'aurai cette ceinture de champion du monde. Dernière affiche, le Sud-Africain Butler défiera le Thaïlandais Kokiajim lors du championnat du monde WBA IBO des poids mouches. En préambule de ces 4 combats, le jeune boxeur monégasque Hugo Mikalev montera lui aussi sur le ring pour un nouveau combat amateur en 3 rounds. Et dans le reste de l'actualité, vous le découvrez sur ces images, la fête Dieu a eu lieu jeudi 19 juin. À cette occasion, une messe a eu lieu à la cathédrale. Une procession a ensuite été organisée dans le quartier de Monaco-Ville, devant le palais princier notamment, en présence de Monseigneur Bernard Barcy, archevêque de Monaco, et de son Excellence Michel Roger, ministre d'État. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose à présent de passer à vos prévisions météo. Samedi 21, premier jour de l'été, une belle journée en perspective et assez chaude, température comprise entre 21 et 26 degrés. Et dimanche, pas de changement, un temps très estival et ensoleillé. Lundi, maintien d'un temps sec en avance sur le calendrier, comptez jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Et puis mardi 24, un soleil un peu plus voilé, sans détérioration du temps. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur Monaco Channel, sur le www.monacochanel.mc. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.